Mes amis, bien le bonjour. Nous sommes le 24 juin 2021 dans la région de Claiborne, un bled un peu perdu, dans le Texas. La température ce dimanche avoisine les 35 degrés à l'ombre et le ciel est bleu. Dans ce ciel, on a un avion de type Grumman 1A. C'est un avion à hélice, 2 places, monomoteur. Et à un moment donné, il y a un habitant qui voit cet avion passer au-dessus de sa tête, assez haut, 2600 pieds en ce moment-là. Et puis, soudain, il a l'impression que cet appareil descend verticalement, un peu trop verticalement à son goût. Donc ce membre du public va prendre sa voiture, il va s'inquiéter suffisamment pour prendre sa voiture et aller jeter un coup d'œil. Il regarde, il n'y a que des étendues désertiques, il trouve rien, il revient chez lui, mais plus tard d'autres personnes vont trouver un avion par terre et ils vont appeler la police. Cet avion s'est écrasé, il est tombé quasi verticalement du ciel, et puis à l'intérieur il y a 2 morts. Il y a 2 jeunes hommes, ils ont 20 ans chacun. Il y a le pilote qui est un cadet de l'US Air Force, il a à peu près 200 heures de vol, et justement il vole sur cet appareil pour faire des heures et remplir son carnet. Ces appareils sont pas très cher, c'est une machine fabriquée en 1971, disposant d'un moteur Lycoming à piston de 150 chevaux, d'une hélice à pas fixe, et donc c'est la machine, on va dire presque idéale, pour juste qu'un pilote débutant remplisse son carnet. Avec lui, il y avait un jeune homme de la région qui avait souhaité faire un vol pour une sorte de baptême en fait. C'est la première fois de sa vie qu'il monte dans un avion et ça sera malheureusement la dernière. Très rapidement, un TSB est sur les lieux et commence à enquêter. Ces enquêtes doivent être faites vite et elles doivent donner des résultats. On doit comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que c'est une erreur humaine? Est-ce que c'est une erreur technique? Parce que très souvent, il y va de la vie d'autres pilotes. Si un avion s'écrase et que ceci est lié à, par exemple, une erreur de maintenance qui est assez récurrente ou bien un problème de fabrication avec l'appareil ou certains de ces éléments, eh bien d'autres vies seraient menacées. Donc il faut très vite savoir. Enquêter sur des petits appareils, ce n'est pas facile. Sur des grands, c'est difficile, mais au moins il y a une boîte noire. Il y en a 2 en fait sur les avions de ligne. Il y a un CVR, un enregistreur des voix dans le cockpit. Anciennement, il faisait 30 minutes. Il enregistrait les dernières 30 minutes. Maintenant, il fait 2 heures, voire plus. Et puis, il y a aussi un enregistreur des paramètres de vol qui anciennement enregistrait 4 ou 5 paramètres et aujourd'hui, il enregistre des centaines. Dans des petits coucous à hélice, il n'y a rien. Donc, les enquêteurs doivent faire un travail de Sherlock Holmes pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Alors, un des premiers éléments qui va les frapper, c'est que l'avion semble avoir percuté le sol avec une vitesse verticale élevée, mais une vitesse horizontale très faible. La preuve, c'est que quand on regarde l'épave, toutes les pièces sont au même endroit. Si l'avion avait tapé contre le sol à forte vitesse, il aurait été éparpillé sur des centaines de mètres. Alors que là, tout est au même endroit, on dirait qu'il est tombé du ciel en un seul bloc comme ceci. Deuxièmement, assez rapidement, les gens vont attirer leur attention sur une vidéo qui est apparue sur les médias sociaux. C'était une vidéo du passager qu'il avait partagée durant le vol. En fait, il prend son téléphone et il filme, il part d'une aile à l'autre, il filme l'horizon, et grâce à certains éléments visibles sur l'horizon, le NTSB peut localiser l'avion, peut savoir à quel moment cette vidéo a été prise. Elle a été prise 6 minutes après le décollage, 10 minutes avant le crash, parce que le lieu de la vidéo, d'après les paramètres qu'il y avait dehors, a été comparé au tracé radar, et ceci permet exactement de savoir à quelle heure l'avion est passé par là. Un détail frappant sur la vidéo, la verrière était ouverte. C'est-à-dire que cet avion, qui est 2 places, n'a pas de porte. C'est un appareil où on rentre par la verrière. Donc il a une verrière, c'est une sorte de bulle en plexiglas, contrairement à ce que son nom l'indique, elle n'est pas faite en verre, mais en plexiglas. Donc c'est une bulle en plexiglas, munie de renforts en aluminium, rivetés et puis placée sur des rails qui lui permettent de reculer. En reculant la verrière,
les pilotes ou les passagers peuvent accéder à l'avion. Autre élément qui va les intéresser, c'est la température ce jour-là sur les métards, 35 degrés à l'ombre, 2 mètres sous abri. Donc là, on commence à essayer d'avoir une concordance. C'est-à-dire que dans ces avions, il n'y a pas de climatisation, ils peuvent devenir extrêmement chauds. Et il est d'ailleurs très courant que les pilotes, pendant qu'ils sont au roulage, avant de décoller, il est très courant qu'ils le fassent avec la verrière complètement ouverte. Et c'est seulement quand ils sont sur le point de s'aligner sur la piste, qu'ils la ferment complètement. Elle dispose de plusieurs mécanismes de fermeture. Sur certains avions, c'est sur le côté. Sur d'autres, comme le Jodel, c'est au-dessus de la tête du pilote, avec une sorte de loquet où il doit pousser et puis tourner pour serrer, pour que la verrière se bloque. Mais là, ouvrir la verrière en plein vol, c'est beaucoup moins courant. Sur cet avion, le 1A, il y a un petit écriteau imprimé par le constructeur et placé en évidence qui dit que il est possible de voler avec la verrière partiellement ouverte. La verrière partiellement ouverte jusqu'à une vitesse de 130 nœuds. Là, il est strictement interdit de voler avec la verrière complètement ouverte. Sur la vidéo partagée sur les réseaux sociaux, la verrière était partiellement ouverte. Maintenant, ils vont aller voir au niveau de l'épave. Quand ils regardent au niveau de l'épave, il y a des traces qu'on appelle des traces témoins. C'est-à-dire que sur le fuselage, en arrière de la verrière, sur le fuselage, il semblerait que le dispositif de guidage de la verrière a laissé une trace. Il a laissé une trace qui probablement est survenue lors de l'impact. Ceci est surprenant parce qu'ils prennent un appareil absolument similaire, ils ouvrent la verrière à plusieurs niveaux, et ils réalisent pour que cet impact eût lieu, il faudrait que la verrière soit complètement ouverte au moment du crash. Donc verrière complètement ouverte, ça veut dire qu'elle couvre en partie le fuselage arrière, et au moment de l'impact, il y a un coup qui va arriver sur la verrière, ou sur les rails de celle-ci, et ceci va laisser une trace très caractéristique sur le fuselage. Quand ils regardent, quand ils comparent, ils font les mesures, et ils remontent au niveau du sol, ils remontent la verrière pièce par pièce, en tout cas les supports, le plexi est complètement éclaté, mais ils remontent le support et ils prennent des mesures, ils réalisent que la verrière était complètement ouverte au moment de l'impact. Ils vont donc aller creuser plus loin, ils vont parler aux parents et aux instructeurs de ce pilote, ils vont leur dire oui, il avait l'habitude, quand il faisait très chaud, et Dieu sait que dans la région il fait tout le temps très chaud, en particulier au mois de juin, eh bien il avait tendance à voler avec la verrière partiellement ouverte. C'était pour avoir de l'air, parce qu'autrement, c'était étouffant, la chaleur était étouffante à l'intérieur de l'avion. Par contre, pourquoi l'avait-il complètement ouvert? Il parle également à un responsable de Grumman Aviation, pour essayer de voir un petit peu c'est quoi cette interdiction et pourquoi elle est là. En fait, Grumman va expliquer que normalement, ils déconseillent très fortement, ils interdisent même aux pilotes de voler la verrière ouverte. Parce que celle-ci perturbe, l'ouverture de celle-ci va perturber le flux d'air autour de l'appareil, va dégrader le coefficient aérodynamique de l'avion et va créer une forte résistance à l'avancée à l'air. D'ailleurs, même dans une voiture, les fenêtres ouvertes, la voiture va avoir un CX, un coefficient donc de friction, pas de friction, plutôt de résistance à l'air, un coefficient aérodynamique qui sera plus mauvais avec les fenêtres ouvertes. Quand les fenêtres sont fermées, l'air pourra s'écouler autour de la voiture, alors que lorsqu'elles sont ouvertes, il va rentrer et puis créer des perturbations, et celles-ci ne sont pas gratuites. Elles vont coûter plus cher en consommation. Sur cet avion, c'est à peu près pareil, sauf que c'est plus brutal encore. L'expert a expliqué que si la verrière est complètement ouverte, il faut s'attendre à une traînée très forte, et le pilote doit réellement faire gaffe à cette traînée-là parce que elle peut lui faire perdre de la vitesse s'il ne fait pas attention. Il y a un témoignage sur un site d'une association de pilotes où il y a 2 gars qui expliquent avoir décollé volontairement avec la verrière ouverte sur ce type d'appareil parce qu'ils ne savaient pas que ça pouvait être un problème. Une fois qu'ils sont arrachés du sol, ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas maintenir un taux de montée de plus de 100 pieds par minute. Ça veut dire que c'est
pratiquement, il faudrait voler une bonne minute pour avoir 30 mètres de hauteur. Ça veut dire que s'il y a des bâtiments autour, des arbres et tout, ils vont se les ramasser. Ce jour-là, ces gens se sont fait une frayeur de leur vie. L'avion ne montait pas. Et ce qu'ils ont fait à un moment donné, ils ont dû ouvrir leur ceinture, littéralement se mettre debout sur leur siège, remonter leurs bras et pousser la verrière à deux, à quatre mains, pour pouvoir la fermer. Il disait que les gens dehors étaient très surpris de voir un avion passer à basse altitude avec deux pilotes debout dedans, lâchant les commandes, en train de chercher à fermer la verrière à tout prix. Donc l'ouverture de la verrière est un véritable problème sur ces appareils. Après, bien sûr, même si l'appareil n'a pas de boîte noire et tout ça, il faut savoir que on trouve de plus en plus d'électronique, forcément. Par exemple, il y a des GPS portatifs que les pilotes ramènent avec eux, qu'ils placent quelque part, et ça permet de les aider à naviguer. Ces GPS ont une mémoire, ils permettent de visualiser la vitesse de l'avion, sa hauteur, sa position, et des fois, s'ils sont pas trop endommagés, et souvent ils ne le sont pas dans ce genre d'accident, il est possible de récupérer la puce qu'il y a dedans, ou la mémoire, ou le circuit, l'emmener en labo s'il le faut, et lire le contenu. Des fois, ça se fait avec l'aide du constructeur qui explique c'est quoi le protocole qui est utilisé pour les données, sous quel format elles sont, et ainsi de suite. Autre chose. Cet appareil est disposé d'un système de monitoring du moteur. C'est un système électronique qui donnait un écran, donc les instruments à aiguille étaient remplacés par un instrument électronique, par une sorte d'écran, et cet écran avait des sondes au niveau du moteur, et il permettait deux choses. D'un côté, il affichait les paramètres moteurs sur l'écran, mais d'un autre côté aussi, il les enregistrait. Ça lui permettait justement, par la suite, de fournir ces données aux mécaniciens et aux techniciens qui veulent faire de la maintenance. Si le pilote, par exemple, se plaint d'une mauvaise performance, ou d'un bruit bizarre, ou d'une variation de régime, ou autre, ils pourront toujours regarder et accéder à plein de paramètres qui leur permettra de comprendre ce qui s'est passé. Cet appareil n'a pas été endommagé lors du choc, donc il permet de savoir ce que le moteur faisait. Et en fait, il réalise la chose suivante, c'est que l'avion, on le sait, volait avec la verrière moitié ouverte. À un moment donné, ce qui va se passer, c'est que volontairement ou involontairement, mais probablement les deux gars ont voulu agrémenter peut-être le vol, ils ont voulu peut-être ouvrir complètement la verrière, voler dans une sorte d'avion décapotable, comme anciennement, où les pilotes volaient avec des lunettes et des écharpes et tout ça, puis ils avaient la tête dehors. Eh bien, lors de l'ouverture de la verrière, il y eut soudainement donc une traînée énorme. Ça signifie que deux choses vont arriver. L'avion va subir une traînée énorme, et donc il aura tendance à ralentir. Il aura tendance également à se cabrer. Il y a un effet aérodynamique qui fait que cette perturbation aura tendance à faire cabrer l'avion, ce qui a tendance à accentuer justement le ralentissement. Mais aussi, ceux qui ont volé avec la verrière ouverte, volontairement ou accidentellement, expliquent que l'air est très fort, que le courant d'air est très fort, que on sent l'air pulser, la pression d'air pulser dans les oreilles, il y a le bruit du moteur, et que c'est assez perturbant comme situation. Donc, imaginons que ceci soit arrivé de manière intempestive, que la verrière est reculée d'un coup, l'avion soudainement ralentit, il se cabre, et là le pilote, il va avoir un réflexe humain. Imaginons, il a la main sur la manette des gaz. Que fait-il pour essayer d'améliorer sa situation, pour essayer de réduire le flux d'air qui est en train de lui arriver sur le visage, réduire ce bruit, réduire ce brouhaha? Quel serait le réflexe naturel? Le réflexe naturel, c'est justement tirer sur la manette pour ralentir les gaz. Le problème, c'est qu'au moment où il tire sur la manette pour ralentir les gaz, l'avion va décrocher. Cet avion en particulier a une réputation un petit peu moyenne chez beaucoup de pilotes. En particulier, ils disent que les premières versions, elle a été fabriquée en 68, que les premières versions étaient relativement casse-gueule, pour être honnête. Ça veut dire qu'il avait tendance, comparativement à d'autres avions d'école, comme le Cessna 152 ou 170 ou 177 ou autres, eh bien, il avait tendance à décrocher à une vitesse beaucoup plus élevée. Et quand il décrochait, il avait une sorte de comportement malsain, et qu'une mauvaise action sur les commandes pouvait assez facilement l'envoyer en vrille. Vrille pour laquelle il n'était pas certifié par ailleurs. Donc, voici ce qui s'est passé. D'après tous les instruments, les paramètres de l'enquête, les témoignages,
Le pilote, avec son passager, sont en train de voler à 2600 pieds dans les environs de Claiborne. À un moment donné, ils ont la verrière à moitié ouverte, mais ils décident de l'ouvrir complètement, ou ils décident de la manipuler et elle s'ouvre complètement. Ceci va créer un ralentissement brutal de l'appareil, un cabrage de celui-ci, et un vent, énormément de vent relatif qui va rentrer, beaucoup de bruit. Dans un réflexe purement humain, le pilote va tirer sur la manette des gaz pour ralentir les gaz, pour essayer de calmer un petit peu ce courant qui est brassé par l'hélice qui arrive vers lui. Ceci va faire en sorte que l'avion va ralentir encore plus, et c'est le décrochage. C'est le décrochage qu'ils ne vont jamais récupérer en fait. C'est-à-dire que le bon réflexe aurait été dans ce cas-là, rajouter les gaz, et puis ne pas oublier que cet avion avait en réalité, même si c'est un monomoteur, il a deux moteurs en fait. Le premier moteur, c'est le moteur qui est installé devant, le deuxième moteur, c'est l'altitude. Ça veut dire que si nécessaire, troquer de l'altitude pour de la vitesse. Ça veut dire que mettre le moteur à fond, et si la vitesse ne veut pas se stabiliser ou continuer à ralentir, ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'énergie pour gérer cette situation qui est énergétiquement déficitaire, et donc le moteur ne sera pas capable tout seul de gérer, d'accord, de donner assez de traction pour combattre la traînée, et dans ce cas-là, il faut accepter de perdre de l'altitude. Ça signifie pousser sur le manche et voir quelle est la perte d'altitude qui permet de stabiliser la vitesse. Et après, essayer de fermer la verrière, ou bien, si nécessaire, la région c'est juste un désert, si nécessaire, poser. S'il n'y a plus moyen de maintenir l'altitude, c'est que forcément, ça va être un atterrissage d'urgence, soit sur un aéroport, soit s'il le faut, en rase campagne. En tout cas, voilà. C'est juste une erreur, malheureusement, une seule erreur, une ouverture d'une intempestive ou volontaire, le NTSB n'a jamais pu déterminer, de cette bulle. Et puis le résultat net, c'est que des actions sur les commandes et sur le moteur qui font que la situation est va complètement dégénérer. Merci mes amis d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Puis si vous êtes dans un aéroclub, faites hyper gaffe à ces bulles, à ces verrières. Arrangez-vous qu'elles soient super bien fermées, y compris quand il fait chaud. À très bientôt.